Bonjour à tous. Donc, que je vous dise un peu ce qui m'a inspiré ce titre, qui peut confisquer le féminin, et puis surtout ce terme de confisquer. En fait, j'étais partie avec l'idée de vous parler d'un livre que j'ai trouvé remarquable, qui est paru l'année dernière, qui a pour titre Mon vrai nom est Elisabeth, d'Ada Lyon, publié aux éditions du Sous-sol. Je ne serais pas étonnée que plusieurs d'entre vous l'aient lu. C'est un travail admirable que l'auteur a réalisé. C'est une recherche qu'elle a menée pour redonner un prénom à son arrière-grand-mère, appelée par tous Betsy, mais son vrai nom est Elisabeth. Une femme qu'elle n'a pas connue et qui peuple vraiment les récits familiaux dans sa famille. Et chaque fille qui est à l'âge de devenir femme se heurte à cette figure-là, de cette arrière-grand-mère, qui a eu vraiment une vie confisquée, et elle retrace le parcours. Elle passe des dizaines d'années en psychiatrie, cette femme, et on apprend avec Ada Lyon qu'elle a subi une lobotomie. Et voilà, donc c'est son parcours en psychiatrie. Elle a été dans le service d'Henriet. Enfin voilà, je conseille à tout le monde cette lecture, et aux cliniciens en particulier. Et au fil de mon travail, je suis revenue sur cette première intention, parce que cette lecture et ce que j'avais à en dire, en fait, ça ne ciblait pas le féminin. Confisquer le féminin, en fait, ça ne me semble pas une formule avisée. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est possible de confisquer le féminin. Le féminin tel qu'il a été théorisé par Fernando de Amorim, c'est une construction. Une construction, on l'entend depuis ce matin, qui advient à la sortie d'une psychanalyse. Confisquer, ça signifie enlever par acte d'autorité ayant un caractère officiel de sanction un bien à son propriétaire et l'attribuer au fisc, confisqué, ou à des particuliers qui en ont les droits. Qui a traversé une psychanalyse ne se laisse pas confisquer indûment ce qu'il a construit. Qui fait appel à un psychanalyste, en revanche, le fait car quelque chose chez lui est confisqué, et il s'agit de son propre désir. C'est à un autre désir qu'il se voue, qu'il se dévoue, le désir d'une autorité qu'il sanctionne, le désir d'un autre, un grand autre. Quand je parlerai de l'autre pendant mon intervention, c'est du grand autre dont il s'agit. Un autre auquel il attribue les pleins pouvoirs, un autre non barré, dont il découvrira peu à peu, s'il s'engage dans une psychanalyse, en quoi ce grand autre lui est propre, lui est intrapsychique, lui est intramoïque. En attendant, il en souffre, et tout autant, sans même le percevoir, il en jouit. C'est donc de jouissance, de désir de l'autre et de féminin dont je vais vous parler. La jouissance, cet excès, ce Lustgewinn, cet au-delà du principe de plaisir, a donc été le fil rouge qui a guidé mon travail, précisément parce que je tenais à explorer en quoi, chez celui qui vient nous rendre visite, la jouissance du moi répond à la jouissance de l'autre non barré. La jouissance de l'autre, son étude m'a mené à m'intéresser encore un peu plus à une jouissance que Lacan a définie de féminine, et qui reste quelque peu opaque pour moi, mais qui n'est pas sans concerner le thème de notre journée. Donc voilà le programme. Une psychanalyse consiste en un traitement de la jouissance. Jouissance du moi et jouissance de l'autre. Et quand je parle de traitement de la jouissance, je le fais à dessein parce que traiter a trois définitions. Ça nomme l'opération qui consiste à soigner, ça caractérise la manière de se conduire face à quelque chose, et ça désigne l'action de résoudre une question. Donc je soutiens que la psychanalyse est un traitement de la jouissance, et en premier lieu de la jouissance contenue dans le symptôme, donc jouissance du moi. La théorisation de Fernando de Amorim éclaire cette partition. La jouissance contenue dans le symptôme, jouissance du moi, vient répondre à une jouissance des organisations intramoïques. Le grand autre non barré et la résistance du surmoi, et c'est une jouissance qui va de pair avec le maintien du fantasme qui dissimule au moi son manque. J'ai cherché de quelle manière la jouissance des organisations intramoïques, donc là qui sont représentées en vert à l'intérieur du schéma, donc à l'intérieur du moi dans le schéma de l'appareil psychique, donc de quelle manière la jouissance de ces organisations pouvait être mise en lien avec la jouissance que Lacan a théorisée, et je vous le disais, qui est encore un peu flou pour moi, la jouissance autre, avec un grand A, ou jouissance de l'autre, selon les textes, et que Lacan a également nommé jouissance féminine.
Vous voyez que je suis dans le thème. Cette jouissance féminine, que peut-elle nous apprendre sur le féminin? Donc la jouissance féminine, c'est une notion que Lacan développe plus particulièrement dans son séminaire 20, qu'il nomme encore et qu'il donne en 1972-73. La jouissance féminine, donc jouissance autre, y est pensée au regard de la jouissance phallique, et non comme complémentaire par rapport à cette dernière, mais comme supplémentaire. Donc la jouissance phallique, c'est pour tous. La jouissance féminine, c'est en plus, et ça concerne quelques autres. La jouissance phallique, pour qu'on voit un peu de quoi il parle, ça ne fait pas exclusivement référence à la jouissance sexuelle. C'est la jouissance en tant qu'elle est appareillée par le langage, donc en tant qu'elle a rapport au signifiant, et à la fonction phallique. La fonction phallique, qui assure l'ordre signifiant par le phallus symbolique. Donc le phallus symbolique, c'est ce qui met de l'ordre dans la différence des sexes, c'est ce qui met de l'ordre dans la différence des générations, c'est ce qui met de l'ordre dans la batterie des signifiants. Et donc avec l'élaboration quant à une jouissance supplémentaire, féminine, hors signifiant, hors la loi phallique, Lacan, il s'emploie à dépasser la question de la jouissance sexuelle féminine, du plaisir clitoridien, du plaisir vaginal, qui fait couler beaucoup d'encre, mais dont on voit bien que ça n'a pas beaucoup de portée. Et lui, il cherche au-delà, et il en arrive à rendre compte de cette jouissance autre. Donc il écrit avec un grand A toujours. Et il nous dit de cette jouissance qu'elle est ineffable, qu'elle est énigmatique. Par moments, il la définit aussi comme jouissance folle, jouissance pour la femme de n'être pas toute, et je le cite, qu'il a fait quelque part absente d'elle-même, absente en tant que sujet. Jouissance à elle, dont peut-être elle-même ne sait rien, sinon qu'elle l'éprouve. Ce qui reste bien mystérieux. Et vous m'excuserez, je prends le risque d'être un peu théorique aujourd'hui, mais ça m'importe de revenir avec vous et avec mes collègues à ce point de la théorisation lacanienne, et notamment pour examiner s'il peut être pour nous d'utilité clinique, parce que c'est ça qui nous intéresse dans la théorie, c'est est-ce que ça nous sert dans la clinique. Et donc à cette même époque, Lacan, il commence à user des nœuds borroméens pour affiner son articulation des registres réels, symboliques et imaginaires. Et là, je remercie Jean-Baptiste Louis de les avoir définis ce matin, parce que je n'avais pas le temps de le faire, et ça va aider à entendre aussi ce que je voulais vous présenter. Et donc Lacan, il localise la jouissance autre, JA, à l'intersection de l'imaginaire et du réel. Là, vous le voyez. Et donc, en effet, cette jouissance, elle n'est pas médiée par le symbolique. C'est une jouissance indicible. On ne peut rien en dire. Ce qui n'aide pas forcément à en comprendre quelque chose. Mais Lacan nous offre la possibilité d'appréhender cette jouissance par un autre abord, par l'expérience et le témoignage des mystiques. Pour ma part, je commence à lire les récits des mystiques, mais à date, moi, ça m'amène plutôt à concevoir la jouissance autre comme une jouissance visant à faire consister un grand autre, non barré, je précise. Les mystiques, ils jouissent d'un rapport à Dieu. Leur jouissance fonde la preuve de la consistance qu'ils supposent à l'autre. C'est ce que je saisis quand Lacan énonce « Pourquoi ne pas interpréter une face du grand autre, la face Dieu, comme supportée par la jouissance féminine ?» Et donc logiquement, là, ce que j'entends, c'est que la jouissance féminine, elle supporte un autre total. Elle est aliénation. C'est une servitude. Et là, j'y reconnais l'autre non barré que Fernando de Amorim situe comme organisation intramoïque. La jouissance autre, elle est aussi nommée jouissance de l'autre, et elle est à entendre au génitif subjectif et au génitif objectif. L'autre jouit, donc c'est la jouissance de l'autre, mais le moi, il jouit qu'il y ait de l'autre. Il jouit de l'autre. Ma question, c'est pour quelle raison qualifier cette jouissance de féminine? Et j'espère que nos discussions pourront m'aider à mieux saisir l'affaire, parce que je suis embêtée, j'entends bien la pertinence à penser le féminin comme patou orienté par le phallique. Mais en même temps, je ne sais pas si je suis convaincue par ce que je vais vous dire, mais dans cette collusion jouissance autre, jouissance féminine, en fait, je me demande s'il n'y a pas un amalgame qui rendrait service aux théoriciens de la psychanalyse en préservant quelque part
une part de jouissance dont on ne pourrait rien dire, mais qui autoriserait à prendre quand même quelques libertés avec la prescription lacanienne, merci Edith, selon laquelle tout de même, Lacan nous dit, ce à quoi il faut se tenir, c'est que la jouissance est interdite à qui parle comme tel. Et pourtant, je me souviens d'analystes parler de la jouissance féminine comme un éprouvé, vraiment un idéal à atteindre, une sorte de laisser-aller absolu, une jouissance infinie, réservée à quelques êtres, masculins comme féminins d'ailleurs, qui ne peuvent rien en dire, mais qui jouissent, et sacrément. Et donc, je m'interroge si il ne s'agit pas là d'une féminisation fantasmatique qui se répète, une forme d'identification à la femme, dans cette manière de s'appartenir de la sorte sans réserve au grand autre. Ça, ce sont des mots de Claude Noël Pickman. Manière de faire consister quand même la femme. Donc c'est une hypothèse et je la mets au travail. S'il y en a qui ont des arguments et qui en connaissent un peu plus sur la notion de la jouissance féminine, j'espère que nous pourrons discuter. Je laisse la discussion ouverte. Et je poursuis. Je poursuis ma lecture de Lacan. Dans ce même séminaire 20, encore, Lacan reprend ce qu'il assure depuis 1960, le principe d'incomplétude de l'autre. Et donc il résume pour nous. Il dit « J'ai ajouté une dimension à ce lieu du grand A, en montrant que comme lieu, il ne tient pas. Il y a là une faille, un trou, une perte. » Donc l'autre, il n'est plus considéré comme un sujet de l'intersubjectivité. C'était le cas dans les premières années du séminaire. Maintenant, il est considéré comme lieu, comme trésor du signifiant, et comme incomplet. L'autre est barré. Et la faille dont il est question se signifie par un signifiant manquant, dès lors marqué S de abarré, à lire signifiant d'un manque dans l'autre. Dans la théorisation de Fernando de Amorim, un pas supplémentaire est fait quant à cette question de l'incomplétude de l'autre, c'est que autre non barré et autre barré sont clairement distingués. Et en fait, l'un n'est pas l'évolution de l'autre. Il ne s'y substitue pas, il ne vient pas lui succéder. Le premier, l'autre non barré, il est intramoïque et il fait pression de jouissance sur le moi. Le second, il est extérieur au moi, il est ce trésor dans lequel les signifiants vont être puisés pour bien dire. Et donc, avec ça à l'esprit, comment considérer la jouissance de l'autre ? Lacan lui-même nous oriente. 3 ans passent après encore, et en 1975, lors du séminaire intitulé « Le symptôme », se révèle au fil de l'élaboration de Lacan que la jouissance de l'autre, celle qu'il qualifiait de féminine, s'avère impossible. La considération du grand autre en tant que barré oblige Lacan à préciser que si l'autre n'a rien garanti, je le cite, « Dès lors, il n'y a pas non plus de jouissance de l'autre. J de abarré, la jouissance de l'autre n'est pas possible pour la simple raison qu'il n'y en a pas. » Et donc apparaît à partir de là, dans la représentation des neveux Robert, que la jouissance de l'autre, qui était jusqu'alors notée JA, devient J abarré. Il y a chute de la jouissance de l'autre. C'est ainsi que je l'interprète en tout cas. Et cela vaut pour nous comme orientation dans la conduite des cures. Traverser une psychanalyse, c'est traverser le fantasme originaire qui est tissé avec le fil du désir de l'autre et du désir oedipien. Traverser une psychanalyse nécessite de renoncer à faire consister le désir de l'autre, nécessite qu'il y ait chute de la jouissance de l'autre. Parce qu'il n'y a pas que les mystiques qui font consister un autre non barré. Le névrosé, le psychotique et le pervers font de même. Et ils en souffrent, et ils en jouissent. Le désir de l'autre régente leur vie, leur moi et leur propre désir. Nestor Bronstein l'explicite très bien au sujet du névrosé. Il nous dit « Il recule toujours effrayé face à la jouissance supposée d'un grand hôte qui demanderait sa castration. En se défendant de l'autre, en se justifiant devant lui, en se sentant coupable, le névrosé renonce à faire valoir son désir, le sien. Il le confond avec la demande de l'autre. Il se soumet ou s'insurge, mais néanmoins, il vit en fonction de cette demande. » Et c'est ce que tous les jours nous entendons dans la clinique. L'aliénation du moi à un autre non barré et au désir de l'autre. Une psychanalyse est une séparation d'avec ce désir de l'autre.
ce qui demande d'en avoir fait le tour, c'est-à-dire d'avoir construit un savoir sur le désir de l'autre. Eh bien, traverser une psychanalyse, c'est renoncer à ce pouvoir. C'est un choix, même s'il est indécidable et incontrôlable, il faut le temps nécessaire. Mais c'est un choix clair à renoncer à cet échange de bons procédés illusoires entre le moi et l'autre non barré. Un choix à consentir à ce que l'autre du fantasme n'existe pas, ni lui, ni sa jouissance. Et alors peut s'opérer la séparation, la castration de jouissance, indispensable pour parvenir à prendre position du côté du patou. Autre manière de désigner le habaré. La chute de l'investissement envers le désir de l'autre laisse la voie libre pour le désir de l'être en position de sujet. Un désir, nous dit Solange Faladé, qui va s'arranger avec le fait qu'il y a ce vide, avec le fait que ce S de habaré, ce signifiant du manque dans l'autre, et ce avec quoi il a affaire. Et la position féminine, elle se caractérise de cette manière, d'être dédoublée entre le signifiant du manque, le S de habaré d'un côté, et le phallus symbolique de l'autre. Ça, c'est dans la représentation du tableau de la sexuation de Lacan. La femme, celle qui n'existe pas, mais elle est entre manque et symbolique, entre le S de habaré et le phallus. Et alors, le désir de l'être en position de sujet peut se conjuguer au féminin. Je vous remercie.